Bienvenue pour cette table ronde virtuelle organisée par l'Observatoire de l'Allemagne de l'IRIS dans le cadre de la parution de cet ouvrage, L'Allemagne, un enjeu pour l'Europe, qui a été écrit par Jacques-Pierre Goujon, que j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi aujourd'hui. Publié par Jacques-Pierre Goujon aux éditions Erol, une collection dirigée par Pascal Boniface. Donc, pour parler de cet ouvrage et plus généralement des enjeux en Allemagne, des enjeux contemporains à la veille des élections à la fois européennes et des élections allemandes l'année prochaine, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois intervenants. D'une part, Jacques-Pierre Goujon, auteur de cet ouvrage, qui est directeur de recherche à l'IRIS, qui co-dirige l'Observatoire de l'Allemagne, mais qui est également professeur des universités, ancien recteur d'académie et diplomate, notamment à Berlin et à Vienne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Également Adrienne Woltersdorf, qui est directrice du bureau parisien de la Fondation Friedrich Ebert, la Friedrich Ebert Stiftung. Vous avez été avant ça directrice de la communication de la Friedrich Ebert Stiftung à Berlin et en poste dans plusieurs bureaux de la Fondation, notamment, il me semble, aux États-Unis, en Afghanistan et à Singapour. Et à l'origine, vous êtes journaliste de carrière. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, avec plaisir. Et enfin, on a le plaisir également d'accueillir aujourd'hui Gerhard Weinberger. Vous êtes un diplomate autrichien. Vous êtes notamment ancien ambassadeur d'Autriche en Tunisie et au Sénégal et fin connaisseur de l'Allemagne. Donc, vous allez pouvoir nous apporter aujourd'hui votre regard. Avant de vous céder la parole à tous les trois, j'aimerais rapidement présenter l'ouvrage de Jacques-Pierre Goujon, donc, qui dresse un portrait très complet de l'Allemagne contemporaine et notamment tous les changements survenus depuis le 24 février 2022, qui traite également des défis à venir pour l'Allemagne, sur lesquels on reviendra dans le contexte électoral que l'on connaît. Il aborde de nombreuses notions clés pour l'identité de la politique interne et extérieure allemande, telles que le concept de retenue en matière de politique étrangère, qui a longtemps guidé la politique étrangère allemande et qui tend à évoluer ces derniers temps. La relation évidemment à la Russie et à la Chine, on y reviendra. La dépendance énergétique de l'Allemagne, la fracture c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais en tout cas les divergences qui continuent à persister entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, l'installation durable de l'AfD dans le paysage politique allemand, ou encore les défis posés par la transition écologique, notamment pour l'industrie allemande et de façon plus générale pour le modèle industriel et économique allemand. Voilà, j'en dirai pas plus. On va avoir l'occasion d'aborder tous ces points dans l'heure et demie dont on dispose aujourd'hui. J'aimerais commencer par une première question pour vous, Jacques-Pierre. Alors tout d'abord, pourquoi ce titre, Un enjeu pour l'Europe? Est-ce qu'on doit entendre par là l'idée que ce qui se passe en Allemagne, de par le poids économique et politique de l'Allemagne, est nécessairement une dimension et aura un impact sur le reste de l'Union européenne? C'est ma première question. Et puis ma seconde question portera sur la responsabilité particulière de l'Allemagne en tant que première puissance économique en Europe. L'Allemagne a une responsabilité particulière en matière de sécurité. Il y a une prise de conscience qui est antérieure à l'invasion russe de l'Ukraine, mais cela semble s'être accéléré depuis février 2022. Donc, est-ce que ce serait possible de revenir là-dessus et de nous expliquer s'il s'agit d'une réponse plutôt conjoncturelle ou d'un véritable changement structurel? Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous, hein. Donc, le choix du titre. Alors, j'ai voulu évidemment parler de l'Allemagne, hein, c'est le cœur de l'ouvrage, mais situer cette interrogation autour de cette nouvelle Allemagne avec l'arrivée d'un nouveau chancelier, hein, à partir de septembre 2021, dans une
problématique à la fois européenne et même un peu plus planétaire. J'en parle dans l'introduction parce que nous sommes face à une situation tout à fait nouvelle, guerre en Ukraine par la Russie, donc des élections américaines très importantes en novembre, et puis une Chine qui ne cesse de monter en puissance. Et vers tout cela, on s'interroge, on se dit, mais quelle est la place de l'Europe dans cette nouvelle constellation planétaire? Et les regards se tournent beaucoup vers l'Allemagne, notamment en Europe. Et pour avoir été aux États-Unis, je sais que pour beaucoup d'Américains, l'Europe, c'est beaucoup l'Allemagne, parce qu'ils considèrent que bah, c'est la première puissance économique européenne. Et maintenant, on le sait, c'est la troisième puissance économique mondiale. Elle a dépassé le Japon, hein, depuis 2023, avec le PIB 2023. Donc, toute interrogation qui concerne l'Allemagne concerne également l'Union européenne. Et on le voit à travers plusieurs sujets sur lesquels nous reviendrons. Bon, l'interrogation sur le modèle économique allemand, basé beaucoup sur une industrie, hein, 21% du PIB, c'est considérable, sur des exportations, hein, 63% du PIB, c'est aussi énorme. Et on voit bien qu'à travers une double crise, crise du Covid, crise en Ukraine, c'est un modèle qui a des fondations solides, mais qui est fragilisé. Et tout cela interroge l'Europe. Et cette interrogation sur le modèle économique tombe à une période où justement l'Allemagne est en train de repenser également son rapport à l'outil militaire, avec bon, le fonds spécial de 100 milliards d'euros, qui ne va que jusqu'en 2027-2028. Donc certaines voix commencent à dire en Allemagne, mais cela ne suffira pas pour atteindre nos 2% du PIB exigible au sein de l'OTAN. Donc il faut déjà réfléchir à la suite. Et pour l'Allemagne, c'est vraiment avec donc la guerre en Ukraine, le discours du chancelier du 27 février 2022, j'allais dire une rupture dans les tabous. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'Allemagne avait un rapport tempéré, considéré parfois comme insuffisant par ses alliés, à l'outil militaire. Et en tout cas, ne voulait pas livrer d'armes dans des pays en guerre où elle avait sévi, notamment, bon, là, ça a été, on l'a vu pour les Balkans, où les Allemands sont intervenus en 1999, mais pas avec des troupes et de l'armement direct. Et là, pour l'Ukraine, tout cela tombe. Et donc, si vous voulez, on se retrouve dans une situation où on a une Allemagne qui vraiment s'interroge fortement. Et elle s'interroge d'autant plus fortement, et ça c'est une autre dimension qui vient s'ajouter aux précédentes, que le paysage politique est en train d'évoluer, puisque nous avons les grands partis traditionnels qui sont tout de même affaiblis, et on voit une extrême droite quand même poindre son nez avec des scores bon, quand même au-dessus de 20%, parfois dans certaines élections régionales en termes de projection jusqu'à 30%. Donc on voit bien qu'on a une série d'interrogations qui ne concernent pas que l'Allemagne, mais aussi l'Europe, d'où le titre. Très bien, merci Jacques-Pierre pour ces premiers éléments. Et justement, j'en profite pour rebondir sur ce tabou qui semble être brisé, auquel vous faites référence dans l'ouvrage, notamment avec le premier virage, si on peut dire, en 1999, avec la participation de l'Allemagne aux campagnes de bombardement aérien de l'OTAN au Kosovo. On se souvient ensuite des propos d'Angela Merkel à la conférence de sécurité de Munich qui disait que voilà, en raison du poids économique de l'Allemagne, il lui incombe un rôle particulier en matière de sécurité et de défense en Europe et que l'Allemagne ne peut plus, entre guillemets, se cacher derrière sa responsabilité historique euh, euh, pour ne pas s'engager suffisamment sur ces questions. Comment vous voyez cette évolution, justement, est-ce qu'elle est seulement liée au contexte actuel et on peut penser qu'une fois que la guerre en Ukraine prendra fin, le plus tôt possible, on l'espère tous, l'Allemagne reviendra à sa politique habituelle ou est-ce que c'est vraiment un changement structurel qui est amené à durer, à perdurer pour les décennies à venir et l'Allemagne
voilà, entend jouer maintenant ce rôle moteur également en matière de politique de défense en Europe. Alors, je dirais qu'effectivement, Madame Merkel avait déjà posé la question de savoir si, alors toujours dans le contexte européen, c'est pour ça que je voulais avoir ce titre, bon, avec quelqu'un comme le président Trump, l'Europe n'aurait pas intérêt à elle-même s'équiper et préparer une armée du futur. Mais ce que l'on a reproché à Madame Merkel, plusieurs biographes, hein, que je cite d'ailleurs dans l'ouvrage, le disent, en fait, elle a eu une sorte d'instinct politique lui disant, mais il faut se préparer à cela, mais elle ne s'en est pas donné les moyens. Et il y avait un désintérêt global par rapport à l'armée fédérale. Hein. Plusieurs cas étaient manifestes où elle laissait ça au ministre de la Défense, alors que, bon, elle est aussi responsable des armées, même si dans la constitution allemande, sans rentrer dans les détails, il y a une répartition des rôles. Le ministre de la Défense en temps de paix et la chancelière en temps de guerre. Mais enfin, néanmoins, elle est tout de même la chef du gouvernement. Mais en tout cas, elle délaissait un peu cette dimension des armées, et notamment en matière budgétaire. Et je dirais que la guerre en Ukraine a accéléré un processus, a émancipé en quelque sorte aussi l'Allemagne de certains tabous, avec l'arrivée d'un nouveau chancelier qui s'est senti les mains plus libres. Mais attention, je crois qu'il faut être prudent parce qu'en Allemagne, c'est tout de suite très compliqué parce qu'il demeure encore au sein du SPD une aile pacifiste, hein, de tradition, hein, comme chez les Verts d'ailleurs, hein, qui met un peu le frein et le chancelier est obligé de veiller aussi évidemment à ce que son parti conserve un minimum de cohésion. Donc c'est très compliqué d'un point de vue politique dans la coalition actuelle. Alors, je crois qu'en effet, il y aura une étape qui aura été franchie, incontestablement, avec donc le réarmement de l'Allemagne, voilà, et qu'il sera difficile de revenir en arrière totalement. Alors, il y aura toujours des interrogations, faut-il dépenser autant? Mais on sent bien qu'en Allemagne, maintenant, l'idée d'atteindre ces 2% du PIB exigible par l'OTAN devient une sorte d'obsession, en fait, de dire voilà, parce que il faut le savoir, les Allemands ont toujours été considérés par les Américains comme les modèles de l'OTAN. Hein, ils étaient très suivistes, hein, on dira, voilà, parce que ça fait partie de la relation transatlantique, hein, germano-américaine, où le bouclier américain dispensait jusque-là, hein, de trop se préoccuper de la chose militaire. Donc, je pense qu'il y a quand même une étape fondamentale qui a été franchie. D'ailleurs, l'opinion publique allemande a elle-même beaucoup évolué. Hein. J'ai suivi cela très scrupuleusement en termes de sondage. De nos jours, on a quand même une majorité, alors juste, hein, donc la société reste divisée, de gens qui sont favorables, hein, à la livraison, notamment d'armes lourdes, à l'Ukraine, ce qui aurait été impensable il y a quelque temps encore. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit très clairement dans l'ouvrage. C'est intéressant de comparer ces différents sondages. Il y a un soutien populaire quand même très fort à ce soutien à l'Ukraine et aux livraisons d'armes, même si j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. On voit qu'il y a quand même une différence entre l'Est et l'Ouest avec plus de prudence, une forme de réticence plus importante dans les anciens lenders d'Allemagne de l'Est sur le soutien militaire à l'Ukraine, et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. J'aimerais me tourner vers vous maintenant, Monsieur Weinberger, pour vous demander votre regard. C'est vrai que c'est intéressant, il y a des similitudes entre l'Allemagne et l'Autriche sur la politique sur une forme de politique de retenue avec la neutralité autrichienne depuis la Seconde Guerre mondiale. Quel regard est-ce que vous portez, vous, en tant que diplomate autrichien, sur cette mutation que traverse l'Allemagne ces dernières années? Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Euh, je remarque que je suis un peu surpris, j'aurais cru que la dame vienne d'abord. Mais je ne suis pas un fin connaisseur de l'Allemagne. Sauf que tout Autrichien qui s'intéresse à la politique doit l'être, plus ou moins, par la force des choses. Euh, Moi, j'ai constaté à peu près comme vous
ce qui m'a beaucoup intéressé au niveau de la relation de l'Allemagne par rapport au reste du monde, euh, que Jacques Pierre montre très bien tout ce qui a changé très récemment, montre comment l'Allemagne se prête à jouer un rôle plus important. Et je dirais tout de suite, c'est exactement ce qui, d'un point de vue autrichien, suscite peut-être quelques réserves. Nous sommes un pays un peu particulier, c'est clair, avec notre neutralité, et nous sommes un petit pays, et nous sommes un voisin assez petit et quand même important pour l'Allemagne. Euh, je pense que euh, si je dis ça suscite quelques réserves, ça pose tout de suite la question, euh, qui joue quel rôle en Europe? Et je peux dire, si je peux provoquer légèrement, euh, la situation d'avant la guerre en Ukraine, que Jacques Pierre décrit très bien d'ailleurs dans son livre, où la France était acceptée par l'Allemagne comme le pays politiquement dominant, ou je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais enfin le leader, et l'Allemagne avec cette fameuse retenue, je pense que d'un point de vue autrichien, ça nous arrangeait beaucoup. Et je pense franchement, là, je ne dis pas que je représente toute la population autrichienne, euh, mais je crois qu'une Europe plus ou moins équilibrée serait quelque chose qui serait, de notre point de vue, plus facile à accepter. Accepter, ce sera plus souhaitable, plutôt que un rôle trop prépondérant de l'Allemagne. Maintenant, je ne sais pas ce que Madame Adrienne va nous dire là-dessus. Euh, je constate quand même que l'Allemagne reste encore loin, et c'est aussi dans le livre, loin d'être unifiée totalement, ne serait-ce qu'autour de ce nouveau rôle, parce que j'ai constaté la même chose que vous, Monsieur Gaspard, euh, que c'est bien marqué dans le livre combien en Allemagne de l'Est, il y a encore des réserves. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, parce que normalement, si vous prenez par rapport aux autres pays de l'ex-domaine soviétique, qui sont très en avant par rapport le positionnement vis-à-vis de l'Ukraine, l'Allemagne de l'Est semble se distinguer des autres, pour je dire, entre guillemets, colonies de l'Union soviétique. Et c'est assez surprenant d'ailleurs, c'est assez surprenant, mais ça montre quand même que l'Allemagne, comme je viens de dire, est loin d'être unifiée sur beaucoup de points, mais notamment aussi au point de vue politique extérieur. Je m'arrête là pour le moment. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Oui, c'est intentionnellement laisser la parole à Adrienne Folkersdorf en dernier parce que je voulais en fait ouvrir un petit peu le sujet maintenant à une autre dimension. On a commencé à aborder la question de la politique étrangère et des questions de défense et je voulais ouvrir aussi à une dimension importante de l'ouvrage qui est évidemment la question sociale et je sais que c'est une des priorités de la Fondation Friedrich Ebert. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que la campagne du chancelier Olaf Scholz avait été placée sous le signe de la justice sociale, avec des propositions fortes comme la hausse du SMIC, je crois de mémoire de 8 à 12 euros, des aides au logement supplémentaire, etc. On se rappelle le titre du contrat de coalition qui était Oser plus de progrès. Et finalement, tout cet agenda social semble avoir été bouleversé d'une certaine façon par ce qui se passe en Ukraine, euh, par la guerre en Ukraine et les conséquences économiques dramatiques que cela a eu pour l'Allemagne, notamment en raison de la flambée des coûts de l'énergie, qui se répercutent surtout sur les ménages les plus précaires. Et du coup, Adrienne, je voulais vous demander où est-ce qu'on en est finalement de la mise en œuvre des promesses et de l'agenda social prévu par le contrat de coalition et comment voilà, articuler les priorités de politique étrangère et besoin de réarmement de la Bundeswehr avec cet agenda social qui était quand même le contrat sur lequel le chancelier a été élu. Merci. Merci Gaspard et bonjour à toutes et à toutes. Je dois d'abord
m'excuser pour mon français assez limité. Vous allez voir aussitôt qu'on vient dans les thèmes un petit peu plus spécifiques. Le vocabulaire m'échappe un peu, mais bon, vous allez quand même, j'espère, comprendre ce que je veux dire. Merci beaucoup, Jacques-Pierre Goujon, pour ce livre fascinant qui est toujours très important pour quelqu'un qui a vécu dans l'Allemagne, qui est dans le là et qui évidemment a des perspectives un petit peu différentes. Et puis, je fais partie de la génération qui a encore un petit peu des sentiments d'angoisse quand on entend les mots le pouvoir ou la puissance dans une phrase avec l'Allemagne, parce qu'on dit non, 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 l'Allemagne n'a pas de puissance, on ne veut pas avoir de puissance, on ne veut pas être une nation qui domine la scène. C'est plutôt la retenue allemande qui est très incrustée dans ma génération. Et justement, je voulais d'abord répondre à ce qu'on vient juste de discuter. C'est exact. Je pense que oui, il y a un changement, un tournant de temps, mais je pense que le débat commence juste en Allemagne parce que c'est quand même, on a tous été subjectés à les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, moi par mes grands-parents, d'autres encore par l'éducation. Alors, ce n'est pas un clic, une guerre en Ukraine qui va changer toutes ces expériences qui ont été vraiment voilà, incrusté dans notre identité allemande. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hésitation dans la population allemande. Bien sûr, on a une nouvelle génération et malheureusement, surtout dans le journalisme, qui sont devenus des experts des armes lourdes et d'autres armes pratiquement dans une nuit, ce qui est un petit peu douteux. Et je pense que, voilà, justement, la société allemande est très déchirée sur ce sujet parce que c'est couplé avec des crises multiples. Alors là, maintenant, je viens vers votre question, Gaspard, c'est dans une combinaison de crises. Vous l'avez dit, alors, ce nouveau gouvernement qui est parti avec une agenda de réforme sociale très, très, très manifeste n'a pratiquement pas pu travailler sur les sujets que tout le monde espérait, parce que l'Allemagne a besoin de beaucoup de réformes internes, réformes de système d'éducation, système de santé, système de enfin, l'industrie et tout ça. Et puis, au lieu de pouvoir travailler sur cet agenda, ben, ce gouvernement se trouve tout de suite dans des crises, mais jamais vues. C'est inédit, cette combinaison de crises qui a tout bouleversé. Et c'est vrai, la guerre en Ukraine est un choc. L'Allemagne est beaucoup plus exposée aux conséquences directes que la France. On a reçu pratiquement dans quelques semaines très peu des réfugiés venant de l'Ukraine. Moi aussi, j'étais aux stations de train à Berlin pour accueillir les arrivants, pour leur aider à trouver des chambres. Tout ça, c'était absolument surprenant. C'est-à-dire, on a eu une exposition physique à la crise que je pense peut-être ici en France n'était pas aussi près physiquement. Et je pense alors, oui, c'est un petit peu le drame de ce gouvernement qui a déjà beaucoup de difficultés dans cette coalition de trois partis, qui, il faut s'imaginer, c'est quelque chose de énormément complexe, trois idéologies essayant de maintenant gérer ces crises. Moi, je dirais le bilan n'est pas si mal que ça, mais l'opinion publique doit juger. Euh, mais c'est vrai, les grands travaux des réformes sont maintenant repoussés. Et premièrement, nous sommes très, très préoccupés en Allemagne avec la question de l'énergie qui touche directement à notre question industrie, compétitivité, l'Allemagne comme pays d'exportation, enfin champion d'exportation. Alors, je pense, pour revenir aux questions, alors si maintenant l'Allemagne est prête pour un rearmement, pour vraiment payer les 2% de contribution à l'OTAN, je pense que c'est une question qui va être beaucoup débattue parce que est-ce qu'on a les moyens financiers comme on les avait? Alors, je crois qu'en ce moment, il y a des grands doutes que l'Allemagne peut vraiment payer pour tous les réformes nécessaires. Il y a des défis structurels énormes. Et je pense que c'est pas encore décidé que les Allemands ou alors les partis au pouvoir vont être prêts à vendre l'idée aux Allemands que bon, alors c'est dommage, on n'aura pas un bon système d'éducation, pas un bon système de santé, on va acheter des nouveaux équipements pour la Bundeswehr. Et je crois que ça, c'est pas encore décidé en Allemagne. Et évidemment, les prochaines élections vont être extrêmement décisives sur ces questions parce que c'est des questions d'idéologie, c'est des questions de notre culture historique. Et donc, alors, les réponses vont certainement se manifester qu'après les prochaines élections, qui seront en 2025, pardon. Ouais,
Tout à fait, en septembre 2025. Merci beaucoup, Adrienne. Je me tourne vers vous, Jacques-Pierre. J'aimerais un peu continuer sur ces problématiques sociales. Moi, un chiffre qui m'a beaucoup choqué dans le livre, c'est le taux de pauvreté chez les 18-25 ans, qui est quand même assez élevé, 25% de la population. Ça m'a beaucoup surpris parce qu'on a voilà, tous un peu en tête le modèle florissant économique allemand. Mais en réalité, on comprend bien en lisant le livre que les réformes de Gerhard Schröder, du Hartz IV, etc., ont fait beaucoup de mal à la société allemande et aux ménages les plus précaires, aux jeunes, aux femmes seules, etc. Quels sont aujourd'hui les principaux défis, selon vous, d'un point de vue social pour la coalition actuelle et comment mener à bien ces chantiers? D'abord, je crois qu'il y a un vrai chantier éducatif en Allemagne qui s'impose. Et d'ailleurs, ça a été aussi un axe de la campagne d'Olaf Scholz en 2021. Et puisque dans le programme, il était prévu de repérer 4000 établissements sur l'ensemble du territoire allemand pour les aider du point de vue du Bund, donc de l'État fédéral, cette fois-ci, en leur donnant un travailleur social ici, des capacités financières pour refaire les locaux là, alors que l'on sait qu'en Allemagne, traditionnellement, la politique éducative est du ressort des Länder. Et là, le chancelier a dit oui, mais il y a des insuffisances qui créent de la reproduction sociale. Et donc, ça a été une partie de son discours. Alors là, Adrienne vient de le dire, c'est vrai que ces chantiers sont un petit peu gelés financièrement, du fait des dépenses qui doivent être donc mises au service d'autres priorités actuelles qui n'étaient pas prévisibles à l'époque, notamment tout ce qui touche à l'énergie. Donc ça, c'est le premier point, un grand chantier éducatif. Le deuxième point, c'est que l'Allemagne, et c'est vrai que c'est un des effets des réformes Schröder. C'est intéressant de voir d'ailleurs que à l'époque de Gerhard Schröder, Olaf Scholz était un de ses proches puisqu'il était secrétaire général du SPD à l'époque. Et il avait écrit un document qui s'appelle 13 thèses, où il partageait l'approche de Gerhard Schröder en disant mais il faut davantage miser sur l'égalité des chances que sur l'égalité, arrêtons la redistribution, etc. Et maintenant, en 2021, il a pris ses distances avec cela. Et on voit bien que la difficulté, c'est qu'à l'issue de ces réformes, Schröder, il y a eu tout un secteur de bas salaire en Allemagne. Et donc, les gens en viennent parfois à s'approcher de situations américaines où les gens ont plusieurs emplois pour avoir un revenu correct. Bon. Donc là, on a une vraie difficulté à repenser ce chantier. Et alors, le pouvoir d'achat, là aussi, le chancelier a fait vraiment quelque chose d'important, puisqu'il a décidé, contre l'avis des libéraux d'ailleurs, à l'époque, d'augmenter le salaire minimal, bon, qui est porté à 12 euros. Alors, 12 euros, ce n'est toujours pas le paradis, mais c'est déjà mieux qu'avant. Donc là, d'ailleurs, il a dit qu'il voulait continuer à aller plus loin. Même chose pour, je dirais, un effort qui a été fait en faveur des plus défavorisés autour de ce qu'on appelle Bürgergeld, bon, qui est l'allocation citoyenne, qui est une fusion de différentes prestations sociales, qui elle aussi a été un petit peu augmentée, on le voit. Et donc, bon, des chantiers sociaux ont été engagés, mais qui sont loin d'être aboutis. En tout cas, ça, c'est, j'allais dire, intéressant de voir que derrière c'est pas un paravent, parce que c'est aussi une réalité, derrière ce modèle de réussite économique incontestable, il y a aussi des déficits sociaux importants et une pauvreté. Le système éducatif allemand, par exemple, est l'un de ceux où la reproduction sociale est la plus importante. Par exemple, lorsqu'on prend les chiffres concernant l'accès au lycée, parce qu'en Allemagne, le lycée Gymnasium, das bleibt ganz oben, c'est vraiment pour les familles vraiment le sujet, le rêve, et on voit bien que l'accès au lycée reste socialement pour les gens en difficulté très très difficile, voire inaccessible. Gérard, peut-être est-ce que vous voyez des similitudes avec des défis auxquels l'Autriche est confrontée
en matière sociale, ou est-ce qu'éventuellement il y a des bonnes pratiques, des choses qui ont été mises en place récemment en Autriche dont l'Allemagne pourrait s'inspirer? Je ne veux pas donner le modèle pour l'Allemagne. Il y a effectivement beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes parce que ce que vient d'être décrit, les bas salaires, nous avons un gouvernement un peu différent. Curieusement, les Verts, j'aimerais bien aborder ce problème des Verts parce que je pense que c'est un des moments clés de tout pour comprendre eh bien l'Allemagne, eh bien l'Autriche aussi. Mais nous avons des similitudes, nous avons les mêmes problèmes au niveau de l'éducation, les bas salaires également. Là où je vois que pour le moment, ce qui nous frappe surtout en Autriche en tant que voisin, ce sont les déficits de notre voisin au niveau de l'infrastructure. Par exemple, l'infrastructure ferroviaire, etc. Comme mes enfants font leurs études maintenant à Munich, on voit toujours les retards du côté Allemagne, ce qui nous surprend parce que pour nous, l'Allemagne, c'était un peu comme nous, si on peut dire, un modèle de ponctualité, de discipline. Et ce qui nous surprend là également, c'est peut-être le résultat de ce que vous venez de discuter sur les bas salaires, c'est la situation sociale et le relativement grand nombre de grèves auxquelles on assiste et qu'on ne connaissait peu et on connaissait pas en Allemagne aussi, ou très peu. Alors, euh, c'est pas pour dire que la situation sociale est meilleure chez nous, mais nous, ça nous fait des soucis. C'est quand même notre partenaire le plus important. Et si ça commence à bouger dans un sens que nous considérons comme plutôt négatif, c'est-à-dire qu'on s'achemine vers cette division de la société, c'était quand même un pilier du succès et de l'Allemagne et de l'Autriche. Nous, on a appelé ça la Sozialpartnerschaft, les partenaires sociaux sont toujours mis en commun avant que même avant que la politique décide quoi que ce soit, c'était les syndicats et les entrepreneurs qui se sont mis d'accord sur les choses importantes. Et si ça risque de s'effriter, de se fissurer, vraiment, je vois ça négativement pour nous d'abord, mais aussi pour l'Europe, parce que c'est un livre aussi sur l'Europe. Mais il faut dire aussi que si on regarde l'Europe, ce qui se passe en Allemagne, c'est un petit peu la situation qu'on trouve dans les autres pays européens également. Hein. Pas seulement cette division de la société, mais la résurgence de l'extrême droite, si on peut appeler ça, on peut appeler ça comme on veut, la droite populiste, de toute façon des courants qui sont, je ne sais pas si on peut dire anti-européens, mais veulent une Europe certainement totalement différente de ce que c'est maintenant, en retour vers l'État national. Vous l'avez mentionné, le rôle de l'AfD, en principe, une grande partie, certainement, parce qu'on parlait des similitudes, c'est la même chose chez nous. Hein. Nous avons une grande similitude au niveau de la politique intérieure, les changements qui se dessinent, notamment avec une résurgence pas tellement de la gauche chez nous, mais de l'extrême droite. Et d'un point de vue d'un petit pays que je représente, là, enfin, dont je suis un citoyen, c'est quand même très inquiétant. C'est vraiment très inquiétant. Le livre de Jacques Pierre nous montre toujours une Allemagne, c'est pas pour critiquer, hein, une Allemagne où il y a il y a des problèmes, c'est évident, mais on peut encore avoir de la confiance. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait aussi discuter, parce que c'est quoi l'Allemagne, une Allemagne qui rassure? C'est quand même ce que veut, je pense, la plupart des autres Européens. Comment l'Allemagne, elle peut rassurer? Est-ce qu'elle peut rassurer en livrant des armes? Ou est-ce qu'elle peut rassurer comme elle a rassuré avant? C'est une question, moi je dis, je ne suis pas le grand spécialiste de l'Allemagne, mais je constate en tant que voisin ce qui nous inquiète. Merci Voilà, beaucoup. merci.
J'aimerais, vous avez tous les trois mentionné à plusieurs reprises le modèle économique allemand, et j'aimerais qu'on en parle un peu de cette évolution du modèle économique allemand, parce que c'est lié aussi à toutes ces questions de politique interne, parce que évidemment la montée des extrêmes, de l'extrême droite, peut aussi être liée à une perception d'une certaine forme de déclassement ou de risque de déclassement pour une partie de la population. Jusqu'à présent, l'Allemagne avait un modèle économique qui était fondé sur l'importation de matières premières bon marché et sur l'exportation de biens à haute valeur ajoutée. Le livre montre bien que ce modèle qui reposait sur un gaz russe bon marché est aujourd'hui bouleversé. Il y a une peur que cela mette en danger la prospérité de l'économie allemande. Et du coup, Jacques-Pierre, je voulais vous demander, est-ce que cette crainte, elle est fondée et est-ce que ce risque de désindustrialisation qu'on peut lire dans l'ouvrage est bien réel? Alors, il y a, bon, le système connaît de graves difficultés, c'est incontestable, hein. D'abord, la politique énergétique, hein, qui est maintenant remise en cause de manière mais radicale. Et on en vient même à une situation politique où le leader actuel de la CDU, donc hein, de l'Union chrétienne-démocrate, Friedrich Merz, au Bundestag, je crois que je cite ce discours dans le livre, en vient à critiquer sa prédécesseuse, Madame Merkel, en disant, mais vous nous avez mis entre les bras des Russes, maintenant, voyez-vous. Donc, c'est vraiment quelque chose d'existentiel à la fois. Donc, cette politique énergétique, parce que ça reflète aussi le rapport à la Russie, hein, donc c'est quelque chose de très compliqué pour l'Allemagne. Donc, il y a à repenser tout cela parce que ça concerne évidemment les ménages, hein, avec bon, l'augmentation des prix de l'énergie, qui ont pu être tempérés jusqu'ici bon, par une politique bon, de limitation des prix, puisque les pouvoirs publics prenaient en charge une partie, avec des plafonnements qui maintenant n'ont plus lieu, puisque l'Allemagne, pour des raisons budgétaires, décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, doit remettre 60 milliards dans le circuit. Bon, donc là, évidemment, ça devient problématique. Ça touche les ménages et surtout, ça touche les industries dites énergivores, notamment des piliers du modèle économique allemand qui sont l'industrie automobile, l'industrie chimique. Et on voit que des grands patrons d'industrie, de grands groupes, disent bah, maintenant, voilà, bah, nous, on supprime des emplois. Hein, et récemment, tout récemment, c'est encore Bosch, BASF. Donc, il y a une vraie inquiétude du côté allemand, se dire, mais bon, voilà, sommes-nous vraiment au bord d'une désindustrialisation? Alors, je crois qu'il faut regarder ça avec nuance parce que j'ai comparé, si vous voulez, différentes situations, la France, l'Allemagne et puis l'Italie sur l'évolution justement des entreprises industrielles. Alors, il se trouve que dans ces dernières années, le nombre d'entreprises industrielles créées en Allemagne a continué à augmenter légèrement jusqu'à fin 2023, hein, puisque ce sont les derniers chiffres que j'ai pu utiliser, alors qu'en France, c'est le contraire. En France, en dépit de la politique de réindustrialisation promue par le gouvernement, on a encore des pertes d'entreprises industrielles. En Italie également. Donc l'Allemagne, même si ça reste juste au-dessus du zéro, hein, vous voyez, donc a augmenté de 0,4% l'ensemble, PME industrielle comprise, hein, je prends l'ensemble du secteur industriel, donc, on n'en est pas encore à ce point de désindustrialisation. Mais par contre, il y a une vraie inquiétude sur bah, quelle va être la politique énergétique du gouvernement à l'égard de ces grandes entreprises. Et notamment à l'égard des grosses PME. Parce que ça, il faut avoir à l'esprit, les grosses PME exportatrices en Allemagne, c'est ce qui fait vraiment le fer de lance de l'économie allemande. Ils ont un tissu vraiment très impressionnant de grosses PME présentes sur l'ensemble du territoire, d'ailleurs, un véritable maillage qui n'existe pas en France, par exemple, de cette ampleur. Et maintenant, ces PME sont inquiètes. Alors, le modèle est donc fragilisé, je dirais, hein, pas forcément menacé, je n'aime pas forcément ce terme, mais fragilisé, c'est incontestable, par cette question des énergies et des industries énergivores. Deuxième point qu'il faut évoquer, c'est le manque de main-d'œuvre en Allemagne. Il y a un vrai souci. Bon. C'est-à-dire que vous avez des entreprises
qui disent qu'elles sont obligées de limiter leurs activités, parfois jusqu'à hauteur de 40%. Oui, donc c'est-à-dire qu'elles ne font que 60% alors qu'elles pourraient faire 100% parce qu'elles n'ont pas la main-d'œuvre qualifiée. Donc là, il y a un problème démographique. En dépit, je rappelle que l'Allemagne a un solde net en immigration de 290 000 personnes quand même chaque année. Mais ça ne suffit pas. Donc il y a une vraie interrogation à ce sujet. Et d'ailleurs, les ponts ont été jetés par le gouvernement dans ce domaine, puisque à l'égard de certains pays, j'ai beaucoup étudié par exemple la relation avec l'Inde, entre l'Allemagne et l'Inde. Bon, ben, le gouvernement allemand a vraiment développé une stratégie à l'égard de l'Inde pour en accueillir des experts, c'est-à-dire des ingénieurs, des scientifiques, des gens ayant passé leur doctorat, etc. Bon, voilà, donc il y a un changement aussi. La politique migratoire est un sujet de politique intérieure très fort, incontestablement. Mais l'Allemagne, le gouvernement reconnaît qu'il en a besoin, mais on voit bien qu'on s'oriente de plus en plus vers une politique migratoire sélective. C'est-à-dire, bon, ben voilà, nous, on est prêt à repenser notre modèle d'immigration, mais il faut que ça serve, n'est-ce pas, aux bénéfices de la collectivité. Parce que vous avez des maires de grandes villes, des ministres-présidents de toutes couleurs politiques qui disent, mais écoutez, maintenant, l'immigration peu qualifiée, que l'on doit former, que l'on doit héberger, on ne peut plus faire face. Il y a même des maires, j'ai lu une interview récente du maire de Kiel, qui est un social-démocrate, qui dit, mais stop. Bon, donc l'Allemagne est aussi en train de repenser son modèle migratoire en fonction de ses priorités économiques et de son absence de main-d'œuvre qualifiée suffisante, et puis aussi des pressions politiques qui existent en disant, mais on ne peut pas gérer cette politique migratoire de manière un peu incontrôlée. Hmm. Oui, tout à fait. Et puis sur les réponses apportées par le gouvernement allemand au défi du modèle économique, c'est intéressant de voir que là aussi, il y a un tabou qui a été brisé parce que déjà, l'Allemagne voilà, avait accepté d'avoir recours à l'emprunt après le Covid. Et puis là, une nouvelle fois, avec la mise en place d'un bouclier protecteur de 200 milliards d'euros de mémoire pour soutenir l'industrie allemande dans la crise économique qu'elle traverse. Adrienne, justement, je voulais vous demander un petit peu quel est votre regard sur ce bouleversement ou cette fragilisation du modèle économique allemand. Voilà, de votre perspective, comment est-ce que vous voyez les choses et quelle est la réponse que pourrait apporter le gouvernement allemand face à ce défi? Merci. Oui, j'ai longtemps pensé, réfléchi sur ce que Gerhard Weinberger a dit. Est-ce que l'Allemagne peut encore assurer? Et je pense que la perspective interne est vraiment est douteuse sur cette réponse parce que justement, on voit les faiblesses, comme on l'a déjà énuméré, dans le système d'éducation qui est crucial pour une industrie qui a besoin de main-d'œuvre bien éduquée. Des recherches scientifiques, tout ça. Alors ça, c'est un défi qui vaut, pour beaucoup d'Allemands, qui vaut beaucoup plus grand, même à long terme, que le défi énergétique, parce que je pense que de la crise énergétique, nous nous sommes déjà pas mal sortis. Euh, ça a été bien géré par ce gouvernement de coalition. Évidemment, le prix de l'énergie, ça va être encore un thème pour le futur. Mais je pense long terme, c'est vrai, c'est la pénurie de main-d'œuvre, c'est toute la question qui s'y lie avec l'immigration. Jacques-Pierre Goujon l'a déjà bien décrit. On est dans un paradoxe. Beaucoup d'entreprises allemandes, PME ou même dans le tiers secteur euh, définitivement, ils sont en recherche du personnel qualifié. Et en même temps, ils se sentent pour nous, en Allemagne, se poser un problème insurmontable, c'est de l'intégration dans notre marché de travail d'immigrants. Et je pense que, bon, alors, dans le parti pour lequel nous œuvrons, il a des idées justement à devenir plus sélectivement, à recruter dans le monde, par exemple pour les infirmières en Philippines, du personnel éduqué dans les sciences de l'ordinateur. Mais justement, l'acceptance de la société est encore à un niveau assez bas.
Ça a à faire avec notre système d'éducation. La langue allemande est toujours citée comme un grand problème parce qu'on insiste encore que voilà, dans les entreprises, on parle l'allemand et puis on ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue. C'est un grand problème. Et tout ça, évidemment, nous pose des questions. Comment on va gérer donc alors cette crise de main-d'œuvre, en même temps ce qu'on expérience dans les PME et puis aussi évidemment dans les grandes organisations, c'est qu'il y a un changement de génération. Il y a un changement de mentalité. Je pense les Allemands en France aussi, ils sont connus, voilà, comme ils travaillent beaucoup, ils sont reliables, tout ça. Et puis là, on voit quand même un changement de mentalité avec la work-life balance qui devient très important, c'est-à-dire une nouvelle génération qui n'a pas du tout les mêmes idées à prioriser le travail ou le succès du travail en même modèle que l'a fait peut-être dans les dernières décennies. Ça veut dire aussi, on se pose des questions, alors est-ce qu'on peut garder la compétitivité? Est-ce qu'on est préparé comme société, voilà, de continuer avec les grands secteurs à salaire bas? Parce qu'il faut dire, notre succès, on l'a payé cher. On a, comme Jacques-Pierre Goujon l'a démontré dans son livre, on a payé ce succès très très cher en acceptant qu'on a un grand tiers de la société qui est vraiment proche ou qui vivent dans la pauvreté, ce qui est honteux pour un pays aussi riche que l'Allemagne. Mais on voit de plus en plus que les biens ne sont pas du tout repartis d'une manière acceptable, parce que je pense que l'Allemagne s'est toujours identifiée comme un pays où il y a de l'illégalité, où il y a de la chance d'une mobilisation ou d'une mobilité sociale. Mais on voit de plus en plus, pratiquement, le sort en Allemagne est décidé déjà au kindergarten. Si vous venez pas d'une famille bien éduquée, ça va être très difficile pour vous en Allemagne pour avoir une bonne éducation, une bonne carrière. Alors tout ça, je crois que notre propre perspective en Allemagne, c'est on doit absolument, absolument trouver des bonnes solutions. On doit se repositionner sur les questions de la migration, mais justement avec la FD, le parti de la droite, qui a la narrative complètement différente. Ça va être très difficile maintenant. C'est des politiques qui vont être plus, oui, enfin, vraiment, ça va être un grand, grand challenge pour ce gouvernement de pouvoir vraiment ouvrir un petit peu les esprits là-dessus. Parce que c'est vrai, avec chaque vague d'immigrés qui est arrivée, avec les réfugiés, l'AfD trouve toujours les arguments contre l'intégration. Et puis c'est vrai, l'Allemagne, il faut le dire, malheureusement, n'a pas œuvré enfin, il n'y a pas un vrai succès, par exemple, ce qui concerne les Ukrainiens. Au début, quand cette grande vague, c'était environ 1 million de réfugiés est arrivé, tout le monde disait, ah ben ils vont prendre les travaux, enfin ils vont travailler dans notre boulangerie, ils vont devenir notre nouveau manager pour tel et tel, parce qu'ils sont quand même assez qualifiés. Et en réalité, comme on sait maintenant, d'ailleurs aussi par un report de ma fondation, qu'il n'y a même pas 10% des Ukrainiens où on a eu un succès de les intégrer dans le marché du travail. Et je pense que l'analyse n'est pas encore faite. Pourquoi on a ces grandes difficultés? Mais vraiment un grand défi pour pour l'économie de l'Allemagne. Oui, absolument. Je suis d'accord. Et je Tout à peux fait. Et poser puis, oui, bien sûr, je vous en prie, Garde, si vous voulez réagir. Adrienne, parce que justement, et aussi à Jacques-Pierre, euh, cette question de la migration, elle se pose de la même manière pour l'Autriche comme pour l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se reconnaître comme un pays d'immigration, alors qu'on est effectivement, on reste dans cette fiction qu'on n'est pas. Alors, mais quand même, ça pose une question sociétale fondamentale. Est-ce que cette coalition, notamment avec les Verts, peut vraiment être la bonne coalition pour résoudre ce genre de problème? Parce Alors, que c'est qui quand veut même répondre? assez différent. Oui, ça, Adrien? on pourra y revenir parce que comme il nous reste seulement 10 minutes avant qu'on ouvre Ah, d'accord. le débat, Ah oui. je proposais, j'avais un sujet qui me semble important, qu'on a commencé un peu à toucher du doigt et je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est sur la relation à la Chine. Parce que l'Allemagne est quand même une puissance exportatrice, c'est le troisième exportateur dans le monde. La Chine est le premier partenaire commercial
de l'Allemagne devant les États-Unis. Et donc, cette relation à la Chine, elle a un impact à la fois sur le modèle économique allemand, mais également sur la transition écologique, énergétique allemande, etc. Pour donner quelques chiffres qui sont dans l'ouvrage et que j'ai trouvé particulièrement représentatifs de cette relation, voire de cette dépendance, on a 5200 entreprises allemandes implantées en Chine contre seulement 1600 entreprises françaises. Un tiers des échanges de l'Union européenne avec la Chine proviennent d'Allemagne et on a des entreprises, des acteurs majeurs de l'industrie automobile comme Volkswagen, dont 37% du chiffre d'affaires est réalisé en Chine. Du coup, comment est-ce que l'Allemagne conçoit cette relation à la Chine? Elle a adopté cette année pour la première fois une stratégie dédiée et quelles conséquences ça peut avoir sur justement ce modèle allemand? Alors, c'est vrai que l'Allemagne est en train aussi de repenser, alors prudemment, hein, sa relation avec la Chine. Parce que la crainte existe qu'après avoir eu une dépendance critiquée avec la Russie, le pays se retrouve aussi dans une dépendance avec la Chine. Et cela s'est ressenti fortement au moment de la crise Covid, puisque beaucoup de marchandises qui devaient venir, alors matières premières, mais pas seulement, venir de Chine, en Allemagne, ne venaient plus. Les frontières étaient fermées. Et donc, les entreprises allemandes sur place ont beaucoup souffert, et les entreprises allemandes en Allemagne, si je puis dire, également, parce que des produits n'arrivaient plus. Il y avait de véritables goulots d'étranglement. Et les Chinois étaient tout à fait stricts, hein, c'est-à-dire que frontières fermées, frontières fermées. Donc, ça a été une vraie difficulté. C'est intéressant parce que ça pose aussi le rapport de l'Allemagne à la mondialisation. Et de manière conceptuelle aussi et diplomatique, l'Allemagne a beaucoup vécu avec le concept développé, voilà, le commerce permet la paix. Il y a eu ça. Hein, bon. Donc, d'ailleurs, sous divers chanceliers, hein, de sociodémocrates comme chrétiens-démocrates. Bon. Et on voit bien que bah, ce concept, d'abord, bon, il ne marche pas avec la Russie, hein, et puis avec la Chine, ça risque d'être très compliqué, parce que même le patronat allemand, bon, là, pour être plus précis, la Confédération de l'industrie allemande, qui est BDI en Allemagne, hein, qui est un organisme extrêmement puissant, a publié un document pour donc ses adhérents en expliquant qu'il fallait maintenant devenir très prudent avec le commerce avec la Chine, avec les installations de Chine. Et j'ai lu ce document vraiment de A à Z et c'est très intéressant. Il dit, mais attention, parce que ce qu'il ne disait pas du tout avant, hein, bon, parce que nous sommes des systèmes qui sont maintenant en rivalité, bon, et les bénéfices que nous espérions tirer du commerce avec la Chine ne sont pas aussi exceptionnels que cela, puisque bah, la Chine n'offre pas les mêmes avantages que nous offrons à la Chine. Donc il y a un décalage, bon, et donc ça c'est tout à fait intéressant. Avertissement du côté donc du milieu économique. Avertissement également du côté du milieu scientifique. Think tank, hein, très important en Allemagne, hein, Stiftung für Wissenschaft und Politik, bon, difficilement traduisible, hein, bon, mais c'est une fondation très très importante, a publié un document également très intéressant sur la Chine, disant, mais nous mettons le gouvernement en garde contre des liens trop étroits avec la Chine, car une liaison nouvelle, problématique, s'est créée avec le temps. Et c'est vrai que tous les chanceliers allemands ont fait de nombreux voyages en Chine, bon, et l'Allemagne a créé même des consultations germano-chinoises avec le président chinois ou premier ministre chinois venant en Allemagne avec toute une panoplie de ministres. Même chose du côté allemand. Donc il y a eu, si vous voulez, une imbrication des relations à la fois économiques et politiques, bon, qui est devenue
actuellement problématique quand on voit aussi la montée en puissance en Chine. Et je me souviens avoir été invité il y a quelques années à faire à l'université de Shanghai une conférence où, à mon grand étonnement, les chanceliers allemands étaient tous, mais quasiment vénérés, parce qu'ils représentaient vraiment la puissance économique, bon aussi, mais le pays en Europe avec lequel les facilités étaient les plus grandes en termes de dialogue. Ça, je ne l'ai pas oublié, et je trouve ça, pour l'Allemagne, c'est aussi un défi. Hein, c'est aussi un défi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans la stratégie chinoise adoptée par le gouvernement allemand, l'Allemagne reprend les termes utilisés par la Commission européenne en qualifiant la Chine à la fois de partenaire, mais également de compétiteur et de rival systémique. Et c'est toute l'ambiguïté de la relation et de la dépendance à la Chine, parce que l'Allemagne est dépendante de la Chine pour notamment les matières premières nécessaires à sa transition écologique. Et puis se pose également, bien sûr, la question du rapport aux droits de l'homme, qui est un sujet cher aussi bien aux Verts qu'aux sociodémocrates dans la coalition. Du coup, je voulais vous demander, Adrienne, voilà, quel regard vous portez sur cette question de la relation à la Chine? Merci. Bon, d'ailleurs, il faut dire que ce débat, enfin, le débat des risques contre les gains en relation, ces relations dangereuses avec la Chine, ça existe depuis Tiananmen, depuis 1989. Et néanmoins, je pense les, les, les entreprises allemandes, d'ailleurs, bon, ils ont eu beaucoup de support des gouvernements. Vous l'avez dit, Jacques-Pierre Goujon, c'était indépendant de quel parti. Le gouvernement a toujours beaucoup protégé les intérêts, a tout fait pour faciliter alors donc les investissements allemands en Chine. Et puis en même temps, je pense que ces entreprises et puis même les dirigeants politiques pouvaient être à l'aise parce que la société civile en Allemagne, oui, il y a eu des critiques, des débats, mais je pense en général, oui, la société civile n'était pas assez forte pour se faire écouter. Maintenant, on a le problème, par exemple, que BASF et d'autres organisations ont investi dans les régions ouïghours en Chine parce qu'ils étaient pas seulement invités, mais demandés par le gouvernement chinois d'investir dans l'ouest du pays. Ils l'ont fait, déjà sachant que c'était un risque, mais ils l'ont fait quand même. Et puis maintenant, voilà, on a un petit peu ce scandale qu'il s'est révélé que BASF a fait des grands investissements. Et je pense quand même, oui, avec le risque de peut-être une confrontation, un conflit entre la Chine et le Taïwan, quand même, le débat, le son du débat va augmenter parce qu'on est sûr, là aussi, c'est comme avec la Russie. On est en train de reapprendre les géopolitiques du commerce allemand qu'il va absolument falloir se rediriger. Et puis, je sais, comme j'ai travaillé à Singapour, il y a déjà beaucoup d'entreprises allemandes qui ont prévu ce cas parce qu'ils ont déjà des dépendances à Singapour. Ils voient très clairement que le marché du futur, c'est aussi l'Asie du Sud-Est. Donc, alors, on est encore en Chine, c'est sûr, mais beaucoup d'entreprises, ils ont déjà le plan B, comme on dit, d'autres investissements plus loin. Et d'ailleurs aussi, les coûts de la main-d'œuvre en Chine ont beaucoup augmenté. C'est-à-dire, il y a seulement certaines productions qui sont vraiment maintenant intéressants. C'est encore les semi-conducteurs que définitivement on manque en Allemagne. Mais il y a beaucoup d'autres productions qui ne sont plus intéressantes économiquement en Chine avec le coût de la présence, coût de la production qui a beaucoup augmenté en Chine. La Chine elle-même exporte des entreprises dans le reste de l'Asie où le taux des salaires est encore moins cher. Mais évidemment, avec la nouvelle stratégie contre la Chine, je crois que c'est une vraie réorientation. Je crois qu'on va appliquer les leçons qu'on vient juste de faire très douloureusement avec Moscou, avec la Russie où l'Allemagne a dû réaliser que c'était un grand risque qu'on a pris, mais il faut comprendre aussi que c'est une longue tradition de l'histoire de regarder vers l'Est. C'était pas quelque chose qui était fait complètement en l'ignorance. Il y a beaucoup d'intérêt. Puis pour les Allemands, ça a beaucoup, beaucoup payé après la chute du mur d'investir beaucoup dans l'Est, c'est-à-dire dans les pays de l'Union européenne à l'Est, et puis aller aussi en Russie. Et puis c'est vrai, c'était une leçon assez amère
pour comprendre que notre philosophie on garantit la paix avec le commerce, que ça ne fonctionne pas. C'est un échec total pour ceux qui ont cru à ça en Allemagne. Et puis je crois qu'il n'y a pas encore de vraie alternative, de pensée alternative là-dessus, mais il faut recalibrer. Et justement, je pense que encore, c'est un défi pour le modèle économique allemand parce que ça ne va pas se faire sans des coûts énormes pour réinvestir ailleurs ou alors amener des industries en Allemagne, mais c'est un des grands défis également avec les autres qu'on a déjà énumérés. Tout à fait. Et Gerhard, je vous laisse le mot de la fin avant qu'on ouvre à la session de questions-réponses. Ben, écoutez, je crois que c'était extrêmement intéressant ce que je viens d'entendre. Je me pose seulement la question, euh, c'est très bien écrit dans le livre, cette théorie ou idéologie du changement par le commerce. Évidemment, ça peut être une illusion. Il se pose la question en général, quel est le rapport entre le commerce et la politique? Parce que l'Allemagne, tout comme l'Autriche, elle restera certainement très intéressée à avoir beaucoup de commerce avec qui que ce soit d'ailleurs. Dans quelle mesure il faut prendre ou penser des catégories plus ou moins morales si on veut faire du commerce? On peut normalement faire du commerce avec n'importe qui et je me demande euh, si l'Allemagne euh, n'est pas en train d'effectuer un retour à une attitude quasiment habituelle au commerce, c'est-à-dire ne pas le moraliser. Bien sûr, faire attention, comme Adrien vient de le dire, à ne pas devenir dépendant. Une très grande dépendance de nos partenaires, c'est toujours mauvais. Euh, mais en revanche, faire du commerce, ça, on peut, je ne vais pas justifier ça, faire du commerce avec qui que ce soit, c'est normalement quelque chose de positif, indépendamment du fait si on a un impact politique immédiat ou pas, n'est-ce pas? Alors, dans ce domaine, je reste presque un peu euh, rassuré, parce qu'on on vient de dire ça, que l'Allemagne retrouve une politique un peu pragmatique. Je crois, en fait, c'est ça ce qu'il faut pour l'Europe aussi, devenir pragmatique, surtout la plus grande puissance économique de ce pays, un pragmatisme qui devrait montrer un petit peu le chemin pour l'Europe, pour les autres grands pays euh, qui doivent se mettre en commun. Personne ne peut le faire. Et ça, mais ça, je reste sur ça, sur cette. C'est pas un mot de clôture, mais en remerciant vraiment de vos contributions aussi, Adrien et Jean-Pierre, bien sûr. Merci beaucoup, Gerhard. Je propose qu'on prenne certaines des questions qui ont été posées par l'audience. Voilà, on a essayé de traiter une vaste palette de sujets, affaires étrangères, un petit peu de défense, un peu les questions énergétiques, la relation à la Chine. Une question intéressante qui va nous permettre de traiter un point qu'on n'a pas encore eu le temps beaucoup d'aborder, c'est la question posée par Martin Cohen sur les inégalités sociales entre les deux parties de l'Allemagne. Ne sont-elles pas perçues aussi comme un défi? Si, évidemment, hein, je vais vous laisser y répondre, mais elles sont bien mentionnées dans l'ouvrage. C'est quelque chose, je pense, qui est assez méconnu en France, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même encore un certain niveau d'inégalité en termes de développement économique, de contribution au PIB, d'opportunités, de taux de chômage, etc., entre les anciens lenders de l'Est et les lenders de l'Ouest, même si cet écart tend à se réduire ces dernières années. Mais voilà, il demeure des inégalités. Et évidemment, vous faites le lien dans votre question avec aussi les motifs d'adhésion à l'AfD. Donc, je propose de commencer par cette question. Jacques-Pierre, est-ce que vous voulez y Oui, répondre? volontiers. Alors, effectivement, il perdure une disparité entre la partie occidentale et la partie orientale de l'Allemagne. Alors, évidemment, les deux parties se sont beaucoup rapprochées, hein, c'est évident. Si l'on part de 1990 à nos jours, bon, d'énormes investissements ont été faits, hein,
argent public. Hein. Il faut savoir qu'on estime que le transfert d'argent public, maintenant ça s'arrête en 2024 parce que c'est des aides régionales, mais depuis 91 jusqu'à donc 2023, il y a eu jusqu'à 1600, je crois, le chiffre exact c'est 1635 milliards d'euros de transfert de l'Ouest vers l'Est. C'est quand même, ce sont des sommes considérables. Donc, si vous voulez, des efforts importants ont été faits. Néanmoins, les disparités demeurent, notamment en matière sociale, puisque aujourd'hui, bon, bah, si vous voulez, le niveau des salaires ne reste encore qu'à 87%, hein, à l'est de ce qu'est le salaire à l'ouest, hein, en moyenne. Alors, bon, donc ça crée une forme de crispation, hein, ça c'est évident. Il faut savoir, et ça joue un très grand rôle, que les positions, j'allais dire, de dirigeants au sein des institutions est-allemandes, que ce soit dans les universités, les chaires de professeurs d'université, dans les ministères, les dirigeants de départements ministériels, et même certains ministres-présidents, bon, bah, si vous voulez, toute une partie de l'élite, entre guillemets, économique aussi, hein, de l'Est, viennent toute une partie vient de l'Ouest. Donc, si vous voulez, ça a suscité vraiment chez des Allemands de l'Est, là aussi, un mécontentement en disant, mais nous aussi, on avait des capacités. Alors, je vais prendre un domaine que je connais parmi d'autres. Hein, bon, par exemple, certains ont fait des carrières universitaires à l'Est qu'ils n'auraient jamais pu faire à l'Ouest. D'accord? Ils sont devenus professeurs d'université parce que, bah, au lendemain de l'unification, bah, on a, comme vous savez, on s'est débarrassé d'un certain nombre de gens trop marqués politiquement, et donc, bon, bah, des places étaient vacantes. Donc, il y a des gens qui ont accéléré même leur formation, doctorat, habilitation, etc., et qui sont devenus assez vite professeurs à l'Est, ce qui aurait été impossible à l'Ouest. Donc, c'est un exemple quand même frappant, hein, et qui interroge aussi sur la manière dont ce rapprochement a eu lieu. Il y a eu un véritable rapprochement, hein, incontestablement. Bon. Mais pour les Allemands de l'Est, une partie reste encore, et je parle aussi d'une étude qui a été publiée, où bah, pratiquement la moitié se considère encore comme citoyens de deuxième classe. Bon, autant d'années après l'unification. Donc, ça pose question. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment tout de même de ne pas être traité de la même façon. Voilà. Alors, il faut ajouter à cela que l'Allemagne de l'Est a perdu, on pourrait dire, une partie de ses forces vives parce que les jeunes les plus qualifiés sont rapidement partis à l'Ouest. Donc, il y a eu une désertification des gens les plus qualifiés. Et je termine en disant qu'il y a des zones rurales où vous avez vraiment une désertification incroyable. Où, bon, bah, les services publics laissent à désirer, les jeunes qualifiés sont partis. Et souvent, d'ailleurs, il y a une carte qui a été dressée. C'est souvent là où on a les points de l'AfD, hein, où l'AfD fait des scores très importants parce que les gens se disent, bon, ben voilà, pour nous, c'est vraiment le parti qui incarne le mieux notre identité, notre défense de certaines valeurs, parce que nous ne nous sentons pas représentés par les partis de l'Ouest, parce que pour eux, il ne faut pas oublier que le SPD, la CDU, même s'il y a eu un SPD de l'Ouest, hein, évidemment, mais les grands partis, sans parler des libéraux, même et les Verts, ben pour les gens de l'Est, ce sont des partis de l'Ouest, ce ne sont pas leurs partis à eux. Et donc, dans un premier temps, ils ont beaucoup voté pour Die Linke. Bon, il y a même un ministre-président de Die Linke à l'Est. Et maintenant, on voit bien qu'il y a un glissement de plus en plus fort vers l'AfD. Oui, c'est intéressant. On voit bien qu'il y a une évolution des comportements électoraux avec des catégories socio-professionnelles qui traditionnellement étaient plus enclines à voter à gauche et qui aujourd'hui se rabattent sur l'extrême droite. Adrienne et Gerhard, vous voulez réagir sur cette question-là? Je crois que c'est plutôt à Adrien de réagir. Je voulais juste remarquer que c'était très intéressant ce qui est dans le livre sur ça. Il y a la notion de respect.
Hum. qui mêle reconnaissance et respect. Je crois que c'est ça plutôt, si j'ai bien compris ton livre, qui est aujourd'hui la division entre les espèces plutôt que les questions proprement sociales proprement dites. Mais Adrien, je crois, il aura plus de choses à dire que moi. Justement, le respect, oui, c'est pour ça que c'était une des points politiques dans la campagne de Olaf Scholz, qui, je pense, a participé ou a contribué à son succès au dernier scrutin électoral. Parce que c'est vrai, c'est la question de l'unification non terminée, c'est vraiment une question de représentation politique. Il y a beaucoup, comme Jacques-Pierre Goujon l'a dit, un sentiment de citoyen deuxième classe, de ne pas être écouté, de ne pas pu avoir ce respect pour voilà, pour leur contribution à ce que représente l'Allemagne. Et je pense alors, oui, on peut regarder les chiffres économiques, on peut dire oui, ça a été un succès, l'unification, mais c'est une question de mentalité qui est restée peut-être pas assez discutée parce que les Allemands de l'Ouest disent, mais qu'est-ce que vous voulez? On a une chancelière qui venait de l'Allemagne de l'Est, alors vous êtes représentés. Mais c'est pas du tout ce que ressentent les Allemands de l'Est. Par exemple, dans la ville de Berlin, où j'ai longtemps vécu, la ville est complètement divisée. Ceux qui viennent de l'origine de l'Allemagne de l'Est, ils lisent d'autres journaux, ils écoutent d'autres stations de radio, ils parlent d'une autre manière, et c'est dans la même ville. Et ça veut dire que ces questions de mentalité ont été pas assez étudiées, pas assez compris, évidemment aussi par la société de l'Est. Et puis justement, je pense que ça contribue beaucoup au succès de la AfD parce que le parti a malheureusement un grand talent à suggérer que voilà, enfin, il y a quelqu'un, un parti politique qui va articuler ce sentiment des Allemands de l'Est. Et en même temps, il faut dire, la AfD, elle a un succès effrayant parce que nous, très longtemps, on a pensé que c'est surtout un phénomène dans l'Allemagne de l'Est, mais maintenant on réalise que c'est Hum. pas vrai parce que l'AfD a beaucoup de talent avec des narratifs similaires, mais pas tout à fait les mêmes, d'avoir aussi également beaucoup de succès dans les anciens Länder, dans l'Allemagne de l'Ouest. Mais c'est vrai que voilà, l'Allemagne de l'Est on n'a pas écouté les voix, on n'a pas vraiment compris de telle manière la mentalité était différente. Moi, personnellement, j'ai une explication parce que c'est vrai, tous les décennies que la société de l'Allemagne de l'Est a passé à discuter de son passé nazi, de ce qui s'est passé dans l'histoire, ça n'a pas eu lieu de la même manière dans ce qui était la GDR. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose de très fondamental qui ne s'est fait d'une manière très différente, qui nous conduit à une compréhension de la démocratie très différente. Dans le livre aussi, on peut lire une explication donnée par un de nos historiens, Hans-Georg Winkler, qui disait les Allemands ont accepté seulement la démocratie en devenant riches, parce que le plus qu'après, dans les années 50-60, on devenait riche, on devenait des bons démocrates. Et alors, c'est justement une phase assez déterminante qui n'a pas eu lieu de telle manière au GDR, où c'était déclaré du gouvernement que voilà, maintenant, on n'était plus nazi, que c'était avec le communisme, avec le socialisme, tout ça s'était passé. Et je pense qu'on doit retourner à ce point pour pouvoir mieux se comprendre, vraiment de revisiter les divergences historiques. Sinon, je crois que cette divergence de mentalité, ça va persister et puis ça va être encore beaucoup de travail pour les Allemands. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Adrienne. Je propose qu'on prenne une autre question. C'est vrai que c'est un sujet important, mais compliqué, qu'on n'a pas abordé. Alors, on peut essayer de le faire dans les quelques minutes qui nous restent. C'est la question du moteur franco-allemand. Donc, la question posée par Rémi Schmitt, vous n'avez rien dit du moteur franco-allemand qui bloque. Il faut que l'Allemagne et la France se coordonnent, sinon l'Europe sera également bloquée. Peut-être on va commencer par Jacques-Pierre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce tandem ou moteur ou couple franco-allemand selon les interprétations nationales? Qu'est-ce qui bloque et comment le relancer si besoin? Alors, j'allais dire, on a un mauvais exemple hier, si je puis dire, puisque, enfin hier et avant-hier, hein, puisque, bon, bah,
à peine la conférence de presse du président français terminée, où il annonçait, alors maladroitement, après en revenant dessus, en disant mais bon, troupes au sol, c'est pas forcément des soldats, etc. On a eu bon, une réaction que j'ai pratiquement suivie en direct sur mon téléphone du chancelier allemand, disant mais pas du tout, là c'est hors de question, voilà, bon bref. Alors d'autres pays l'ont dit également. Mais le chancelier a été particulièrement bon, dur sur le sujet. Alors, bon, ça illustre, j'allais dire, c'est intéressant parce que ça illustre le malaise aussi franco-allemand. Ça illustre le malaise franco-allemand parce que le chancelier est venu quand même à Paris. Hein, il aurait pu envoyer un ministre, etc. Il est venu lui-même, bon, avec le président polonais. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a un problème, et ce monsieur bon, a raison, de concertation préalable, je dirais, hein, entre les deux pays. Alors, il y a toujours eu des moments de crise. Hein. À une certaine époque, j'ai travaillé sur le moment de l'unification allemande. Entre François Mitterrand et Helmut Kohl, ce n'était pas toujours simple. Hein. Si vous relisez, parce que ça a été publié, je vais être court, mais Helmut Kohl était historien, il ne faut pas l'oublier d'ailleurs. Hein. Bon, a souhaité au moment de son départ à la chancellerie que les conversations téléphoniques qu'il avait eues en unification avec ses principaux collègues, le président américain Gorbatchev et le président français, soient publiées. Donc c'est un énorme pavé, mais à lire hein, si vous avez le temps, à petite dose. Bon. Et on voit bien qu'en dépit de la situation compliquée, ben, il y avait un lien tout de même entre les deux. Mitterrand et Kohl, en dépit des difficultés, bon, bah, se parlaient, essayaient d'avoir des positions communes. Bon, donc, voilà. Et là, en France, on a actuellement l'impression que bah, ce lien n'existe plus. Quoi. Et c'est devenu compliqué. Alors, donc là, je crois qu'il faut vraiment rétablir sans doute un autre mode de fonctionnement. Moi, je pars du principe, et puis je l'ai vécu quand j'étais en poste à Berlin, que la coopération franco-allemande, d'un point de vue diplomatique, elle est toujours trop lourde, parce qu'il y a énormément d'institutions. Vous avez des conseils pour tout. Conseil pour la politique monétaire, conseil pour l'armement, pour les questions de défense, bon, conseil pour la culture. Donc, vous avez, à chaque fois que vous voulez prendre une initiative franco-allemande, vous avez quelqu'un qui se lève, qui dit, mais moi, je n'ai pas été consulté, je ne comprends pas, c'est pas possible, etc., etc. Donc, il manque de fluidité. Voilà. Et on voit bien que ça pose problème. Alors, dans tous les secteurs, hein, on voit bien que en matière de défense, ça devient un vrai souci, même si certains projets qui étaient enlisés, par exemple l'avion commun, bon, ça démarre, mais on n'en est qu'au début des phases quand même. Hein. Bon, le char, ça reste quand même un petit peu dans les limbes, même si ça sort aussi un peu. Bon, donc on a une vraie difficulté et aussi, je crois que ça y contribue, hein, ces difficultés, des modes de gouvernance très différents. Puisqu'en Allemagne, vous avez une coalition à trois partenaires, donc c'est forcément complexe. Hein, il y a une concertation, le Parlement, hein, pour tout ce qui touche aux affaires militaires. En France, c'est beaucoup plus vertical. Et en France, il y a, je le dis parce que je l'observe en toute neutralité, du côté du président de la République, vraiment un penchant très prononcé pour la communication, hein, un peu systématique. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui l'a piégé un petit peu à la sortie de cette réunion sur l'Ukraine, où tout de suite il a communiqué. Bon, voilà. Et du côté du chancelier Olaf Scholz, j'allais dire un moindre penchant ou un penchant moins affirmé pour cette communication. Et donc, je trouve que ça fait partie aussi du malaise. C'est-à-dire, il faut arrêter de communiquer sur tout, bon, et voilà, et peut-être se mettre autour d'une table avec moins de monde. Le Conseil des ministres franco-allemands, c'est extrêmement lourd, quoi. Vous voyez, les ministres viennent des deux côtés, ils veulent vraiment se profiler, montrer qu'ils ont tous une idée, et donc ça ne rend pas la chose facile. Bon, alors après, il y a des éléments structurels, hein. L'économie en est un, l'armement en est un, voilà. Bon, mais il y a aussi des modes de fonctionnement. Bon, c'est rapide, hein, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Oui, non, tout à fait. C'est un sujet qui mériterait une table ronde à part entière. Ouais. Et d'ailleurs, on y pensera. Peut-être qu'on en consacrera une à ce sujet. Euh, Adrienne ou Gerhard, qui veut commencer? Très Je laisse courtement. Anna le dernier mot. Je vais juste être très bref, trois phrases. Euh, je pense qu'effectivement, je l'ai mentionné au début, l'espoir, l'Autriche, quand on a rejoint l'Union européenne,
c'est que c'est une Europe qui marche et on savait que ça marche quand les moteurs franco-allemands marchent. C'est aussi simple que ça. Nous le savions, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça commence à se défaire, malheureusement. Je crois, si j'ai bien lu le livre de Jacques Pierre, moins entre les peuples qui s'apprécient que parmi un certain type d'élite. Et il faut, je crois, entre autres, les institutions, c'est important, mais la question des langues, c'est fondamental, langue et culture. Si vous n'avez pas un minimum de connaissance de l'autre culture et de langue, ça devient difficile. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Très juste. Alors, très courtement de moi aussi, c'est une grande difficulté dans les relations franco-allemandes que maintenant il y a des nouvelles générations qui dirigent donc aussi ce dialogue. Je peux dire sur le côté allemand, on a perdu un petit peu le sens de l'histoire. Pourquoi c'était tellement important? En général, on peut dire dans le débat allemand, la France ne joue pas un grand rôle. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Et puis qu'il n'y a pas beaucoup de débats qui s'informent, voilà, mais qu'est-ce que pensent les Français, tout ça. Et je pense pour réinvigorer ceci, il faut aussi réinventer la narrative. Pourquoi c'est absolument nécessaire d'avoir ces relations franco-allemandes. La jeune génération en Allemagne, ils voient pas, c'est pas une grande nécessité parce on est très influencé par la culture anglophone. Euh, Pas beaucoup, enfin, dans les deux pays, c'est la même problématique. Le taux de ceux qui apprennent la langue du voisin diminue dramatiquement. Et puis, ça veut dire que c'est aussi une compétence culturelle qui diminue. Et c'est ça, et je crois que c'est absolument nécessaire de trouver un nouveau narratif parce que pour les jeunes, c'est complètement pas intéressant de regarder des photos noir et blanc, des vieux hommes qui se donnent la main, et disent mais qu'est-ce que c'est, moi ça m'intéresse pas, ça répond au rien que moi qui me préoccupe dans ma jeune vie. Et je crois que ça, alors c'est le grand défi pour les dirigeants et je suis complètement d'accord. On se parle trop d'une manière institutionnalisée, ritualisée, sans vraiment s'écouter. C'est toc, toc, toc. Voilà, on a parlé de tout ça, mais c'est pas vraiment d'aller vraiment dans le sens où vraiment sont les divergences, les problèmes. Moi, je suis là depuis 6 mois. Je comprends pas pourquoi c'est tellement compliqué. C'est vraiment difficile à trouver où réside ce problème de la mécompréhension. Et je crois qu'on doit œuvrer beaucoup plus tous là-dessus parce que c'est nécessaire, le changement que nous voyons maintenant dans la géopolitique. C'est absolument, c'était un bas point hier et avant-hier de ce qu'on a vu du chancelier allemand et du président français. C'était très malheureux pour là où on est. Merci. Merci Adrien. Et oui, tout à fait, un point que vous avez mentionné tous les trois, je pense qu'il y a un problème de méconnaissance mutuelle qui explique aussi parfois des incompréhensions quand justement en Allemagne, on ne comprend pas qu'en raison du système de coalition et d'un système très horizontal, la prise de décision prend du temps et qu'en France, on est parfois frustré de ne pas comprendre pourquoi l'Allemagne réagit ou agit pas plus vite. Voilà, tout ça est à l'origine lié à une mauvaise connaissance ou compréhension de comment fonctionne le voisin. Je propose qu'on s'arrête ici. Je tenais à vous remercier très chaleureusement tous les trois, Adrienne, Gerhardt et Jacques-Pierre, pour votre temps et pour vos propos très justes et cette discussion que personnellement j'ai trouvée très enrichissante. Merci également à l'audience pour votre participation assidue et pour vos questions. Je refais une fois encore la publicité donc pour l'ouvrage de Jacques Pierre, L'Allemagne, un enjeu pour l'Europe. Et également, on vous a mis en description le lien vers une revue qu'on a publiée, il me semble, l'année dernière, qu'on a co-dirigée avec Jacques Pierre, donc sur repenser la relation franco-allemande, donc une RIS, revue publiée par l'IRIS, si ça vous intéresse pour aller plus loin sur le sujet. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci.